Bonjour, bonjour! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo avec des petites histoires parce que je suis allé voir la dernière expo du musée de l'armée, celle qui est autour du duel, et j'ai appris plein de récits absolument incroyables de duels. Je voulais vous partager ça en vous faisant mon petit top des duels racontés dans l'expo. C'est parti! Oui, pour ceux qui le connaissent, je sais, je commence par une vidéo des meilleurs duels en vous racontant le plus nul, hein, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est le dernier. En fait, au XXe siècle, la coutume des duels, déjà de base, tout le monde trouve ça pas dingue, hein, clairement. Les gens s'en moquent, les journaux en font des articles rigolos, et de manière générale, tout le monde, après les deux guerres mondiales, a bien compris que il y a peut-être d'autres manières de régler ces petits problèmes d'ego que de se mettre sur la gueule, voilà. Généralement, c'est surtout encore pratiqué par quelques politiques qui veulent qu'on parle d'eux, ou des intellectuels, des artistes en manque de sensations et de romantisme. Et en plus de ça, on n'est plus au XVIIe siècle, hein. L'idée c'est pas d'embrocher son adversaire, le duel se termine généralement au premier sang, et tout le monde s'entend bien, bref, c'est juste pour se donner un genre, et la plupart du temps, la population trouve ça un peu ridicule. Sire. Enfin, sire, faut faire quelque chose, là. Le dernier duel officiel, connu, référencé et couvert par la presse, a lieu en 1967 et oppose Gaston Defferre, maire de Marseille et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à René Rivière, député gaulliste. Le premier a traité le second d'abruti en pleine séance à l'Assemblée, et le second a donc demandé réparation par le fer. Un jour ordinaire à l'Assemblée nationale, vous me direz, hein, voilà, même si, comme je le disais, à l'époque, tout le monde trouve ça absurde parce que le duel, c'est devenu une mascarade. D'autant plus que Defferre est un escrimeur assez accompli, et Rivière n'a jamais touché une épée. Ajoutons que Rivière doit se marier le lendemain du duel, hein, voilà. Autrement dit, il compte pas vraiment mourir, celui-là. Defferre aurait d'ailleurs déclaré, selon certains journaux, qu'il comptait viser les parties intimes de Rivière pour lui pourrir sa nuit de noces. Bref, la bonne ambiance, quoi. Vous l'avez compris, c'est surtout une manière de se mettre en scène et parler de soi en provoquant du drama facile. Heureusement que depuis on a Twitter pour ce genre de pratique. Bref, les deux grands garçons prennent leurs témoins et quelques amis sous le bras et se retrouvent dans une jolie propriété à Neuilly, et c'est là qu'on voit à quel point le duel est devenu ridicule parce qu'on a la vidéo. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. On a la vidéo, oui, en 1967, on a des images vidéo, enfin, on a surtout les images de deux hommes qui font du tricot, hein, parce que techniquement c'est un peu ridicule, et puis finalement tout le monde rigole et s'envoie des grandes claques dans le dos. Rivière a pris 2 touches, et ainsi se termine dans la bonne ambiance l'officiel dernier duel d'honneur en France. C'est nul! Alors il y en a eu 2 autres un peu avant, tout aussi nuls, hein, on ne m'entend pas, qui tiennent plus encore une fois du tricot en duo pour avoir un joli pull d'hiver que d'un réel combat épique. Cependant, l'un d'entre eux, presque plus ridicule que les autres encore, a eu en 1958 un étrange témoin dont l'œuvre aura un certain impact dans le paysage politique français. Cet étrange témoin, alors âgé d'une trentaine d'années, c'est Jean-Marie Le Pen. Allez, on va rester dans de l'histoire un peu récente avant d'attaquer le Moyen-Âge pour vous parler d'un duel qui m'est cher parce que ma famille y a été mêlée et qu'à l'époque, le retentissement de ce duel est absolument phénoménal. Nous sommes en 1902 et à Londres s'organise un grand tournoi franco-italien pour voir qui sont les meilleurs entre les croissants et les spaghettis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les croissants ou les spaghettis, ça fait monter le référencement. Bref, le souci c'est qu'à l'époque, les règles de l'escrime sportive, elles sont pas bien définies encore. On est justement au moment où ça commence à se faire. Et en 1902, c'est pas clair. Voilà, les écoles européennes n'appliquent pas les mêmes règles et l'issue du tournoi est assez indécise. Donc, on a 2 Français, Alphonse Kirchhofer et Louis Mérignac, qui décident d'envoyer un défi amical et sportif aux Italiens, avec un petit enjeu financier de 10 000 francs pour le geste. Mais les Italiens, c'est des Italiens, hein, et pas n'importe quel Italien. On a affaire ici à des Napolitains, donc forcément, la réponse ne se fait pas attendre. Et c'est une avalanche de défis et d'insultes dans les journaux pour répondre aux Français. Et les insultes sont assez savoureuses, mes bons amis, puisque les Italiens traitent les Français de pseudo-gascons vains et impuissants et d'historiens bouchés. Ça, pour l'époque, ça ne passe absolument pas. En plus de ça, ça se fait tout à fait en public, dans les journaux, quoi.
On a donc deux Napolitains particulièrement virulents, Vega et Pessina, qui en font une affaire personnelle et partent un peu dans tous les sens. Ils reprochent aux Français leur vanité et se sentent salis par la proposition indigne de mettre un enjeu financier. Et l'affaire monte parce que les journaux en rajoutent, bien entendu, voilà. Les Français se sont insultés à leur tour, et le défi sportif se transforme alors en véritable provocation en duel. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. On organise donc ce duel. Le problème, c'est qu'en 1902, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, et la situation diplomatique de l'Italie à ce moment-là, elle n'est pas très claire non plus. La France souhaite ménager sa voisine italienne pour l'attirer dans son camp et nouer des alliances. Et ce duel risque bien de tout faire foirer. Voilà. Les ambassades italiennes comme françaises vont donc tout faire, tout leur possible, pour empêcher la rencontre. Nos duellistes qui se retrouvent coincés vont alors utiliser une méthode très spéciale pour s'en sortir. Ils vont considérer qu'ils s'en foutent et qu'ils feront bien ce qu'ils veulent. On bat les couilles, frère. Oui, c'est une méthode des plus efficaces, n'est-ce pas, qui a déjà fait ses preuves dans l'histoire. Bon, on organise donc le duel à Nice, dans une villa privée, mais les participants sont suivis en permanence par les journalistes, la police, des curieux, et il est donc impossible de faire quoi que ce soit. Ces duellistes, ils sont un petit peu des rigolos, ils vont mettre donc en place une organisation méticuleuse pour arriver à leur fin, en organisant plein de petites activités ici et là pour semer leurs poursuivants. Donc on va aller déjeuner dans des restaurants à Monaco, changer de véhicule, faire des balades, transporter des armes en secret, tout est bon pour faire courir les indésirables. Et c'est ainsi qu'au petit matin du 12 décembre, dans une villa de l'arrière-pays niçois, les deux duels ont bien lieu. Bon, résultat sans appel, puisque les Français déglinguent les Italiens, qui s'en sortent blessés aux bras et aux côtes. Mais la villa est assiégée. Bah oui, parce qu'on a la Sûreté nationale qui attend à la porte et qui n'est pas très contente, ainsi que les gardes champêtres et une armée de journalistes pour tenter d'avoir des informations et coincer les participants. Là-dessus, on pourrait imaginer qu'un genre de tunnel secret aurait pu les faire sortir de la villa en sécurité, mais en fait, on est en 1902 avec des gens d'un certain statut social, donc tout le monde s'est contenté de sortir par la porte, les mains dans les poches, en sifflotant et en ayant passé un très bon moment, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, il est temps de parler d'un autre duel qui s'est révélé être absolument atroce, tout en étant le dernier duel judiciaire. Mais c'est pas celui de Ridley Scott. Allez, avant de poursuivre vers ce duel un peu dégueu, quelques mots sur le partenaire du jour, c'est Inconi. Vous n'avez jamais entendu parler d'Inconi? Eh bien, ça tombe bien, c'est presque le but de leur service. Sur internet, on utilise des données personnelles en permanence sur les sites que l'on visite ou sur lesquels on commande. Alors ça peut être de simples données démographiques, mais aussi plus sensibles comme vos données médicales ou financières. Et ces données, elles sont souvent assez mal protégées, elles font l'objet de fuites et rejoignent ensuite des listes d'informations revendues par des gens assez peu scrupuleux. C'est comme ça que vous recevez des spams par centaines, des SMS d'arnaque au CPF ou des appels de démarchage en permanence. Inconi propose une solution à tout ça. Il surveille automatiquement plusieurs centaines de bases de données de revendeurs d'informations personnelles pour supprimer les autres en s'appuyant sur la réglementation de protection des données personnelles. Moi-même, j'en suis à un stade où je ne réponds plus au téléphone chaque fois que c'est un numéro inconnu, tellement je suis démarché pour absolument tout et n'importe quoi. Donc je suis bien content de pouvoir utiliser ce service. Et comme d'habitude, on vous propose un code promo avec Inconi, 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec le lien en description ou avec le code Icarius pour surveiller vos données qui ont pu fuiter. Et ça me semble être une bonne réduction. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, songez qu'éviter que vos données personnelles ne soient revendues à n'importe qui, c'est aussi éviter de vous faire voler de l'argent avec des commandes abusives, des usurpations d'identité, en bref, ça vous évite les mauvaises surprises. D'autant plus qu'Inconi surveille toute nouvelle utilisation frauduleuse de vos données et traite même les objections des courtiers malhonnêtes qui voudraient contester la loi. Je vous mets toutes les infos en description pour vous renseigner encore plus, profitez de mon offre et vous donnez la chance de sécuriser vos infos personnelles, ce qui n'est jamais perdu. Sur ce retour à nos duels, direction la fin du Moyen-Âge. Alors le dernier duel, normalement vous le connaissez puisque Ridley Scott en a fait un film en 2021. Et même si j'en avais fait une vidéo, il reste beaucoup à dire sur cet événement historique. Mais en fait, le problème... petit blanc pour ménager le suspense... c'est absolument pas le dernier duel judiciaire. Et vous allez voir, cette histoire, elle est un peu moche. Le duel judiciaire, normalement, ça sert à régler des affaires lorsque deux témoignages s'affrontent sans avoir de preuves claires. On fait appel à une sorte de justice du destin, qui va faire perdre le duel au coupable. On ne sait pas trop comment, clairement. On fait pas officiellement appel à Dieu parce que c'est considéré comme étant très mal poli de le déranger pour ce genre de bêtises. Bref, c'est une méthode de justice un poil discutable, condamnée par l'Église, et tout le monde à la fin du Moyen-Âge a bien compris que c'était vraiment tout pourri.
c'est de la merde. Quoi? Mais en 1455, à Valenciennes, on va assister à un dernier duel judiciaire. Valenciennes aujourd'hui c'est en France, mais à l'époque cela fait partie du duché de Bourgogne, et deux hommes au nom un peu absurde ont un différend. Jacotin Plouvier et Maillot Coquiel décident de s'affronter car le premier accuse le second d'avoir tué un de ses parents. Pas cool, mais pas de preuves surtout. Le duc de Bourgogne organise donc le duel, mais comme nos deux oiseaux sont des roturiers, ils n'ont pas le droit de se battre à l'épée. Pour l'occasion, on va donc leur fournir des bâtons. Le peuple est invité à assister au duel, et les témoins s'accorderont ensuite sur une chose, c'était dégueulasse. Le duel est extrêmement violent, Plouvier a les deux yeux crevés, c'est tellement sanglant et abominable que l'année suivante, le duc de Bourgogne sera obligé d'organiser un grand tournoi chevaleresque magnifique pour faire oublier le souvenir de la salissure vulgaire du duel de ces deux gars au bâton là, voilà. Enfin bon, combat au bâton entre deux roturiers, unanimement perçu comme dégueulasse par les contemporains, c'est sûr que c'était un petit peu moins sympa à adapter au cinéma pour Ridley Scott, clairement. Et puis, bon, l'avant-dernier duel, ça avait moins de panache comme titre aussi, mais l'histoire est une maîtresse cruelle, mon bon Ridley. Ce sera donc le dernier duel judiciaire, officiel du moins, mais pour autant les souverains européens gardent le droit d'autoriser le duel pour que deux personnes règlent leur compte, sans qu'il soit affaire réellement de justice divine. C'est le cas de notre duel suivant, probablement un des plus célèbres de France, celui de Jarnac et la Châtaigneraie. En France, on a une expression qui se perd un peu, mais qui définit quelque chose qui a été fait en traître, de manière déloyale. On parle alors de coup de Jarnac. Et en fait, ça fait référence à ce duel, pas si déloyal que ça. Nous sommes donc sous le règne de François Ier. Le seigneur de la Châtaigneraie, François de Vivonne, répand à la cour une rumeur concernant Guy de Chabot, le comte de Jarnac. Ce dernier, dit-il, aurait des relations un peu contre nature avec sa belle-mère, à qui il doit certaines largesses, et c'est un peu gênant, oui, clairement. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Forcément, Jarnac, ça l'agace. Voilà, là encore, on a une période où Twitter n'existe pas, donc il traite publiquement son adversaire de menteur, et les deux font appel au roi pour régler ce différend par le duel, alors que les duels sont interdits à l'époque. Mais François Ier, il a la flemme, et clairement il a autre chose à faire, voilà. Il a une giga flemme et rejettera la demande au motif que, je cite, ce sont des histoires de bonnes femmes. L'affaire aurait pu en rester là, mais le 31 mars 1547, François Ier décède. Henri II lui succède, et comme la Châtaigneraie est un favori du nouveau roi, le duel est finalement autorisé. Oui, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que la Châtaigneraie, c'est un excellent duelliste, bien meilleur que son adversaire. Il a donc tout intérêt à ce que le duel se fasse parce qu'il a toutes les chances de le gagner. Et donc il est chaud comme une baraque à frites en plein mois d'août. Mais Jarnac, c'est pas la moitié de la queue d'une poire. Il va se préparer avec un maître d'armes italien qui lui donne 3 conseils. Le premier, c'est que chaque combattant se munisse d'un véritable arsenal. Plusieurs armures complètes, des protections supplémentaires, des armes, des harnachements pour les chevaux, des boucliers, la liste est absolument interminable et surtout absolument inutile. Le but, énerver la Châtaigneraie. Le deuxième conseil, c'est de demander de se munir d'un bouclier spécial qui permet théoriquement de bloquer la lame de l'adversaire tout en étant très encombrant. On en avait parlé dans une précédente vidéo au musée de l'armée. Le but, énerver la Châtaigneraie. Le troisième conseil, c'est d'utiliser un coup spécial qui pourrait triompher de son adversaire. Le but, énerver la Châtaigneraie bien sûr, mais c'est surtout réussir à en venir à bout, en l'ayant mis dans de mauvaises conditions pour le duel, en l'obligeant à porter un bouclier peu pratique, un truc encombrant, et ainsi neutraliser ses compétences d'escrimeur et pouvoir placer la fameuse botte secrète. Bon, cela dit, c'est un peu du flan ce coup spécial, disons que c'est plutôt une idée d'un coup imprévu et surtout pas du tout conventionnel. Jarnac arrive à toucher la Châtaigneraie au mollet avec ce coup, le mettant ainsi hors de combat. Jarnac a gagné son pari, la Châtaigneraie a perdu. Sauf que petit bonhomme, là, il était tellement sûr de gagner qu'il avait prévu un grand banquet pour célébrer sa victoire et dépenser énormément d'argent puisque, logiquement, c'est lui qui devait remporter le duel selon toute probabilité. Voilà. Et de honte et de colère, la Châtaigneraie va arracher son pansement au mollet et mourir 2 jours après d'une septicémie. Oui, c'est un peu nul. Ça c'est con. Cela dit, beaucoup de grands duels de l'histoire ont une partie un peu nulle, on va pas se mentir encore une fois. Au final, le coup de Jarnac est devenu synonyme de trahison ou de déloyauté, alors qu'en réalité, eh bien ce coup il était certes inattendu et non conventionnel, mais tout à fait autorisé. Jarnac ne s'est pas reposé sur une victoire gagnée d'avance, contrairement à son adversaire, mais il a tout tenté pour préparer le combat et mettre toutes les chances de son côté, ce qui a fonctionné. En fait, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on fera de ce duel finalement pas très important une expression française, celle du coup de Jarnac. Comme quoi parfois les choses arrivent dans la culture populaire, on ne sait pas trop comment, et s'y installent assez durablement.
Allez, nouvelle histoire de duel, et cette fois-ci on va parler de duellistes femmes, car il y en a eu, et la plus célèbre d'entre elles a eu une vie absolument délirante et romanesque, c'est Julie d'Aubigny, dite la Maupin. C'est une cantatrice, donc chanteuse et escrimeuse, née en 1673, déjà c'est vraiment peu courant. Pas de naître en 1673, hein, évidemment, mais d'être chanteuse et escrimeuse. En fait, c'était la fille d'un homme chargé de l'éducation des pages des écuries du roi et qui a reçu de son père un enseignement masculin, dont la science des armes. Elle se marie à Monsieur de Maupin, le quitte, et se met en couple avec un maître d'armes avec qui elle monte des spectacles d'escrime dans les cabarets et les auberges où elle s'habille en homme. Voilà, parce que pourquoi pas. Elle se sépare du maître d'armes, apprend le chant à Marseille, prend la route pour retourner à Paris, mais en chemin dans une auberge, elle se querelle avec un officier du régiment du roi, le duc de Luynes. Alors l'histoire raconte que ce serait pour les beaux yeux d'une demoiselle qui est présente sur place, la Maupin étant habillée en homme, personne ne soupçonne qu'elle soit elle-même une femme. Le duc de Luynes, avec qui elle se prend la tête, c'est pas vraiment n'importe qui, et il décide de se battre pour régler leurs différends. Le XVIIe siècle, classique, la bagarre. J'aime me battre. De Luynes croit que la Maupin est un homme, ils se battent donc, De Luynes est blessé et la Maupin décide de le soigner et de se révéler à lui comme étant une femme. Et là, comme si on était dans la comédie romantique la plus cliché qui soit, ils tombent amoureux et ont une aventure qui va durer quelques temps. Voilà, après la Maupin retourne à Paris, chante à l'opéra, elle se retrouve embarquée dans une nouvelle histoire. À l'époque, un chanteur est connu pour harceler les chanteuses et les danseuses. Et ça, la Maupin, ça la saoule. Elle décide donc de s'habiller de nouveau en homme, elle le provoque en duel, ils se battent en pleine rue, elle le défonce parce que elle est super forte la Maupin, et elle lui vole sa bourse pour la blague. Le lendemain, le chanteur va se vanter d'avoir été attaqué par plusieurs hommes, n'ayant récolté sa blessure qu'au prix de la fuite de tous ses adversaires. La Maupin sort alors la bourse du chanteur en mode genre « j'ai gros nul, c'était moi et j'étais toute seule en fait ». Bref, un personnage complètement romanesque, une femme qui s'habille en homme, parcourt la France en se produisant dans les cabarets, escrimeuse accomplie, puis cantatrice reconnue, plusieurs amants, plusieurs duels, plusieurs aventures incroyables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait une série absolument fantastique. Quelques adaptations en film, en bande dessinée, mais ça reste un peu à la marge. Comme quoi l'histoire n'a pas besoin d'être romancée ou changée quand on a déjà ce genre de scénario absolument délirant. Il y a juste à le prendre comme tel. Voilà. En plus de ça, c'est dans l'air du temps, je me dis que demander de plus. Et des escrimeuses célèbres des époques où c'était surtout une pratique d'hommes, eh bien il en existe énormément dans l'histoire. On en reparlera sans doute un autre jour, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et un like, c'est toujours très utile pour la chaîne. Et on va partir à présent sur un autre duel mythique qui aurait eu lieu avec une rame de bateau. Bon, les duels européens, c'est bien beau, mais cette culture du duel, elle est présente ailleurs dans le monde, bien entendu. Donc rassurez-vous, tous les fans du Japon, c'est votre moment, c'est votre instant, on va parler de celui qui est peut-être le plus grand sabreur de tous les temps, Zoro Roronoa. Non, je rigole, on va pas parler de One Piece, mais du personnage qui a inspiré le célèbre sabreur de ce célèbre manga, Miyamoto Musashi. En 1612, il participe à un duel contre Sasaki Kojiro, qui deviendra absolument fondateur pour la culture japonaise. Il a donné lieu ensuite à un nombre de récits, de traductions, de transcriptions, d'adaptations au cinéma, dans les livres, dans les peintures, absolument phénoménal, à tel point que de nos jours, sur le lieu du duel, se trouve encore un monument pour le commémorer. Mais parlons-en un peu. Avant tout, c'est un duel sportif. Deux maîtres d'armes s'affrontent pour savoir qui a la meilleure école de sabre. À cette époque, évidemment, on ne compte pas les points, et la seule manière de se départager, c'est la bagarre. Les deux duellistes se donnent donc rendez-vous sur l'île de Ganryu, et Kojiro arrive tout à fait à l'heure prévue, alors que Musashi est très en retard, hein. Bon, normalement vous connaissez le principe de ce genre de manœuvre, c'est comme dans le métro ou dans le train. Quand le train ou le métro est en retard, les gens perdent tout sens commun et se mettent à faire n'importe quoi. Bah là, c'est pareil. L'idée, c'est d'énerver Kojiro pour le pousser à l'imprudence et à la faute. Et Musashi, c'est un petit rigolo et il va pas s'arrêter là. Le combat est un peu légendaire et il y a plusieurs versions. Certaines parlent d'un affrontement avec deux sabres pour l'un des adversaires et un sabre très long pour l'autre, mais la version la plus courante, c'est celle de la rame. Musashi, on l'a dit, c'est un petit rigolo. Pour s'occuper lors du trajet en barque jusqu'à l'île, il se serait taillé un bokken, donc un sabre en bois, dans une rame. Voilà, il décide en arrivant qu'il n'a pas besoin de plus pour vaincre son adversaire. Bon, cela dit, il a quand même fabriqué un bokken volontairement très long pour ménager une petite surprise à Kojiro. Et Kojiro, d'ailleurs, quand Musashi arrive, il est en train de littéralement péter un plomb d'avoir attendu aussi longtemps. Alors il dégaine son sabre, de rage, il jette son fourreau dans l'eau, et Musashi, qui est toujours un petit rigolo, il se fout de sa gueule. Pourquoi il se fout de sa gueule? Bah c'est simple, personne n'aurait jeté son fourreau comme ça s'il pensait gagner et remettre son sabre dedans, hein. C'est évident, donc il est forcément déjà mort.
Et Kojiro, qui à ce moment-là était déjà bouillant comme l'eau des pâtes, il sort carrément de sa casserole, il attaque son adversaire et se prend un giga coup de bokken sur le crâne. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Kojiro arrive à se relever et repart à l'attaque toujours aussi faux de rage pour se reprendre un giga coup de bokken dans les côtes cette fois. Elle se brise sous l'impact, perce ses poumons et provoque la mort de Kojiro. Voilà, je vous l'ai dit, parfois il y a un côté un peu nul, même dans les duels célèbres. Et c'est comme ça qu'on écrit un duel fameux. Un adversaire réputé mais imprudent, un héros tout en maîtrise avec des répliques cinglantes et de l'audace, la formule est tellement universelle qu'on la retrouve encore aux quatre coins du monde. D'autres versions de ce duel affirment même que Musashi serait en réalité venu avec des copains pour tuer le pauvre Kojiro de manière moins reluisante. En fait, c'est souvent un peu difficile de faire la part du vrai et du faux dans les duels de légende. Les sources sont souvent contradictoires, et la légende, elle devient une légende, qui devient une légende, qui devient une légende, pour au final perdre un petit peu l'histoire d'origine, voire complètement l'histoire d'origine. Et cette histoire d'origine, elle est souvent un peu moins fun, un peu plus brutale, et régulièrement un peu nulle aussi. Un duel, c'est un événement, on a à peine quelques témoins, et avant même qu'il ait lieu, c'est déjà un mythe. C'est comme ça qu'au cinéma, dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans absolument tout, on retrouve des duels. Symboliquement, le duel, c'est l'affrontement du bien contre le mal, le motif est simple, clair, net, facile à comprendre, et c'est le moment de vérité, où deux visions vont s'affronter pour trancher définitivement une question. D'Achille et Hector à Luke et Dark Vador, c'est parce que cet enjeu est si clair pour tout le monde que le duel garde toute son importance symbolique, alors que c'est une pratique qui, dans l'absolu, n'a presque plus cours. Je dis presque plus parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Mais pour découvrir pourquoi, après avoir entendu ces histoires un peu fantastiques de duels célèbres, eh bien la meilleure chose à faire, c'est d'aller visiter l'expo du musée de l'armée. Elle dure jusqu'au 18 août et je ne vous en ai raconté qu'un 20e à peine, donc croyez-moi, il y a encore pas mal de choses à découvrir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Abonnez-vous et comme toujours, n'oubliez pas que l'histoire est vive.